Merci Francis Rambert. Nous allons maintenant essayer de faire preuve de la même adaptabilité que Massimiliano Fuksas, c'est-à-dire que les questions qui se posent à nous maintenant devaient être traitées en 2 heures et il nous reste 1 heure. Donc on va faire en sorte de tenter d'y répondre. On va modifier un tout petit peu le protocole si vous en êtes d'accord. Les questions portent sur les priorités, sur les 10 ans qui viennent. Encore qu'en écoutant les experts néerlandais, j'ai trouvé très intéressant la vision et la projection qu'ils font jusqu'en 2040. Et donc la volonté d'anticipation là chez vous était extrêmement intéressante à prendre en compte. On va voir si elle est aussi une des priorités de celles et ceux qui vont témoigner maintenant. Merci beaucoup, messieurs. Je vais vous demander d'accueillir avec moi maintenant celles et ceux qui vont participer à cette dernière partie de la journée qui porte sur les priorités donc pour les 10 ans à venir. Et d'accueillir avec moi Madame Anne Hidalgo, qui est la première adjointe au maire de Paris. Madame Hidalgo, je vous en prie. Bienvenue à vous. Madame Mireille Ferry, qui est la vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Madame Sassia Sasken. Madame Sasken, qui est professeure de sociologie à l'université Columbia aux États-Unis. Monsieur Paul Chemetov, mais faut-il présenter Paul Chemetov, architecte et urbaniste. Monsieur Michel Desvignes, qui est architecte paysagiste, et Monsieur Pierre Vels, qui est directeur de l'Institut des hautes études de développement et d'aménagement des territoires en Europe. Prenez place, je vous en prie. Alors, l'idée initiale, c'était de demander à toutes ces personnes qui sont maintenant sur scène avec moi leurs priorités pour les 10 ans qui viennent, et de confronter au fond ces priorités à l'expérience, aux propositions, aux réflexions des équipes qui étaient avec nous ce matin. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas en 1h15. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de voir d'abord, mesdames et messieurs, avec vous, la lecture qu'ils font de ces priorités. Et une fois qu'on aura fait ce travail de mise en perspective des priorités, et en fonction du temps qui nous restera, de voir avec les équipes d'architectes, les 10 équipes de ce matin, les commentaires, les appréciations, au fond la réflexion qu'ils pourront porter sur ce qui aura été dit ici. Mais je pense qu'on ne pourra pas et on n'aura pas le temps de faire autrement. Cela dit, mesdames et messieurs des équipes de ce matin, venez nous rejoindre sur scène. Et puis vous interviendrez encore une fois dans la séquence de temps qui nous restera disponible tout à l'heure. Bien, commençons sans perdre de temps. Les priorités pour les 10 ans qui viennent. Une chose m'a frappé, Madame Hidalgo, c'est d'entendre à l'instant, encore une fois, les experts néerlandais disent non. Ça va trop vite, ça va beaucoup plus vite que prévu. Ça nous pose des questions qui sont d'une gravité exceptionnelle, tout de même, les questions liées à l'environnement. Regardons plus loin. Interrogeons l'avenir beaucoup plus loin pour savoir comment régler la question climatique dans les villes, le système de chauffage, faut-il utiliser pour l'électricité des éoliennes ou d'autres systèmes. Bref, une très forte volonté d'anticipation. Pour vous, s'agit-il aussi d'une priorité que d'anticiper à ce point sur la question de la ville aujourd'hui ? Oui, je crois qu'il faut anticiper. En tous les cas, quand on est élu d'une grande ville comme Paris, forcément, on se pose la question de l'avenir, on se pose la question des décisions qu'on prend aujourd'hui et qui auront des conséquences demain, après-demain. La question du développement durable est une question qui vraiment a fait irruption, et tant mieux, dans le débat politique depuis quelques années. Et ces sujets-là, par exemple, le sujet climatique, comment les villes peuvent intervenir et réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce sont des questions que nous sommes posées à Paris et que les habitants aussi ont posées, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier les habitants dans notre réflexion. Et ils participent justement à la construction à la fois d'un imaginaire collectif et ils participent à ce qui peut nous permettre de prendre des décisions d'impact immédiat et d'impact lointain. Je pense que c'est très important d'anticiper
Et se projeter à 10 ans, c'est, je crois, une bonne échéance. Parce que c'est une échéance raisonnable. On pourrait avoir comme ça l'idée finalement de penser les grandes évolutions à 50 ans, à 60 ans. Le problème, c'est comment on passe les étapes intermédiaires. Et je crois que nous, les élus, qui en plus sommes effectivement élus pour un mandat déterminé, nous ne devons pas nous limiter à l'horizon de notre mandat, mais l'échelle des 10 ans est une bonne échelle pour penser la ville, ses évolutions et se donner un cadre d'intervention suffisamment souple pour pouvoir intégrer aussi des éléments de technique, des éléments de réflexion. Je pense par exemple à la réflexion qui a été conduite par les équipes. Elle arrive pour nous, élus, et notamment élus parisiens, après l'élaboration du projet politique que nous avons présenté aux habitants, sur lequel nous avons été élus. Mais bien sûr, dans les décisions que nous devons prendre, nous allons intégrer des éléments de cette réflexion, des éléments de proposition très concrètes, qui n'étaient pas forcément dans notre réflexion au moment où nous avons élaboré le projet municipal. Je reviendrai peut-être sur des Bien sûr, mais on va revenir sur beaucoup précis. de choses. Mais par rapport à ce qui a été dit ce matin, qui était très riche par les différentes équipes, et on va d'ailleurs faire un rapide tour de table pour avoir, avec chacun d'entre vous, une grille de lecture. La priorité pour vous est-elle environnementale, quand il s'agit de penser la ville? Est-elle économique? Est-elle dans les équilibres sociaux? Est-elle dans la mobilité, telle que les questions ont été abordées par les uns et les autres jusqu'ici? Mais au fond, si vous aviez une hiérarchie des importances, qu'est-ce que vous mettez d'abord en avant aujourd'hui? Moi, je crois qu'il faut croiser ces éléments-là, c'est-à-dire ne pas les rendre indépendants les uns des autres. Pour nous, par exemple, Paris, et ça a été dit, et métropole parisienne, quand je parle Paris, je ne veux pas associer tous mes collègues, mais je sais que cette préoccupation est quand même partagée. Nous savons, en partant des problèmes des habitants, parce qu'il faut toujours partir des réalités vécues par les habitants, nous savons que la question du logement est une question majeure. La question sociale est là, d'ailleurs, elle a été présente dans les interventions des équipes lors notamment de leur présentation au Conseil économique et social. La question sociale est une question très importante. Et ce ne sont pas des sujets en opposition ou contradictoire, par exemple, avec le développement durable. Il faut les conjuguer, les concilier et créer des opportunités entre la problématique du logement décent des personnes qui sont sur nos territoires et qui ne trouvent pas à se loger, la problématique des déplacements, parce que c'est vrai que la qualité de vie des habitants dans une métropole, elle dépend aussi, et ça a été beaucoup dit d'ailleurs, je crois, l'équipe de Jean Nouvel, mais d'autres aussi, elle dépend du temps de transport, du temps de déplacement entre son domicile et son travail. Elle dépend de la qualité de l'environnement dans lequel on évolue. Elle dépend de la présence ou pas de services publics qui vont venir justement soulager, aider, appuyer. Elle dépend aussi d'un autre élément qu'on peut passer sous silence, a fortiori en période de crise, mais qui, moi, me paraît essentiel aux éléments qui font le confort et la qualité de vie d'habitants, de citoyens dans une métropole, c'est la question culturelle. Voilà. Et pour moi, tous ces sujets-là ne sont pas contradictoires. Ils doivent se conjuguer. Et ce que nous a appris notamment l'irruption de la question du développement durable dans notre travail, aux uns et aux autres. Vous dites culture et arrive Roland Castro. Notamment. Mais je pense que la question de la culture, la question de l'art sont des questions essentielles. Et ces sujets-là, le développement durable apparaît comme quelque chose qui doit être intégré à l'ensemble de nos décisions, à l'ensemble de nos politiques. Mais je ne hiérarchiserai pas. Je ne veux pas opposer préoccupation sociale à préoccupation écologique. Pour moi, elles doivent se conjuguer. En tout cas, c'est ce qu'on tente de faire dans les décisions que nous prenons au niveau de la ville et je pense, comme tous mes collègues de la métropole, au niveau de la métropole. Mais on a vu et entendu ce matin, et y compris aussi d'ailleurs avec les exemples européens, à quel point ces 4 points, pour ne prendre que cela en compte, et il y en a beaucoup d'autres, sont absolument imbriqués les uns dans les autres, bien entendu, et donc interagissent entre eux. Madame Ferry, votre
j'ose plus vous demander si vous avez vous-même une grille des priorités, parce qu'en effet, la démonstration est faite que tout se tient. Mais néanmoins, l'importance, vous la mettez où d'abord? Bel exercice de synthèse. Alors, l'importance, je reprendrai ce que vient de dire Anne, le piège serait, vous m'aviez promis qu'il n'y en aurait pas, de hiérarchiser. En fait, ce que nous avons appris à écouter ces travaux pendant des mois, c'est bien que nous pouvions enfin jeter les bases d'une réflexion qui soit spatiale, qui soit urbaine, et qui relève d'une pensée, je n'ose employer des grands mots, mais quand même systémique. C'est-à-dire qu'on a bien des éléments qui ne font que se renforcer. La question de la crise écologique, tout le monde l'a abordée aujourd'hui. C'était d'ailleurs la moitié de la commande, post-Kyoto. Qu'est-ce que ça veut dire comme univers urbain? Je le prends comme un signal d'une des déflagrations à venir. Nous sommes entrés dans un monde, et c'est ce que nous avons essayé de conduire pendant 4 ans quand même dans la réflexion sur le schéma directeur, qui va être secoué non pas peut-être par des crises, mais par une mutation globale avec des déflagrations environnementales avec cette histoire de dérèglement climatique et de tensions sur les ressources. D'ailleurs, je trouve qu'on y a relativement peu fait allusion. On a parlé beaucoup de la nature en ville, de la végétalisation des toits, de la gestion de l'eau, mais quand même le contexte international sur la tension sur les matières premières, il me semble, doit aussi agir sur la ville, de même que les aléas climatiques, la vulnérabilité des systèmes parce que risque de tempête, parce que risque de sécheresse, parce que risque de canicule, la vulnérabilité de nos systèmes urbains aussi, il me semble, pouvait être interrogée mieux. Mais cette déflagration-là, elle n'est pas dissociable de la déflagration sociale. Notre région est marquée par des inégalités. Je veux dire, tout territoire dans le monde est marqué par des inégalités. Elles sont arrivées à un niveau de tension qui a provoqué ce que nous avons vu en 2005, c'est-à-dire des révoltes urbaines. Mais cette déflagration environnementale ne peut qu'aggraver la crise sociale. Donc comment, dans l'organisation urbaine que nous pensons pour demain, est-ce que d'ores et déjà nous pensons le logement, l'accessibilité de ces logements, l'accessibilité et la sécurité des transports, pour que ce ne soit pas un univers demain marqué par des ségrégations encore plus lourdes? Peut-être que ce qui pourrait être un peu approfondi dans les réflexions, la question que moi je pose depuis le début et j'attends qu'on renvoie aux politiques brutalement, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir de proposition d'organisation urbaine, de pensée de la métropole, de pensée de la ville, s'il n'y a pas derrière un projet politique clairement explicité, un projet de société. Demain, le résultat de la crise écologique, oui, ça peut être l'hygiénisme, oui, ça peut être l'absence de démocratie, oui, ça peut être aussi une société absolument sécurisée. Mais ça ne tombera pas comme ça. Encore faut-il qu'on donne la commande aux équipes de penser l'organisation sociale de la métropole post-Kyoto sur la base d'un projet de société. Il y a un point que j'ai trouvé ce matin tout à fait intéressant parce qu'il était assez unique dans les points de vue qu'on a pu entendre. C'est ce que nous a dit Winnie Maas sur la densité. Alors pardon de vous poser une question, j'allais dire iconoclaste, compte tenu du titre générique, Le Grand Paris. Est-ce que Paris doit être forcément grand? Et est-ce que la question ne se pose pas aussi dans ce sens-là? C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'il n'est pas possible de répondre à des questions qui sont en même temps sociales, qui sont culturelles, qui sont des questions de proximité, de ce que nous échangeons ensemble, de la façon dont nous faisons ensemble la ville? Est-ce que ces questions-là ne trouveront pas de réponse dans une certaine appréhension de la densité de la ville? Donc Paris, au fond, doit-il être le grand Paris? Je pense que votre question est un peu ambiguë. Alors, sur la densité, oui, aujourd'hui, il est nécessaire de penser les organisations urbaines, alors on va dire denses, compactes, passantes, poreuses, rassemblées, négociées, parce que les formes nouvelles de ségrégation sociale, c'est parfois cette forme très silencieuse qui éloigne des populations avec des revenus moyens ou très bas, dans des formes d'étalement urbain de plus en plus lointains. Donc oui, la première urgence, elle n'est pas environnementale de ce point de vue-là, à mes yeux, même elle est sociale. La fin de la limitation de l'étalement urbain et l'émergence d'un projet de vie urbain, de ville repensée, d'un nouvel imaginaire positif de la ville, c'est ça qui doit sortir de vos travaux. Un nouvel imaginaire positif de la ville qui soit un imaginaire aussi social de la ville. Donc de ce point de vue-là, oui, la ville doit être dense avec tous ces autres adjectifs que j'ai
rappeler, poreuse, négocier, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le Grand Paris. C'est-à-dire que ça n'est pas une question de la taille de la ville, c'est une question de la manière dont fonctionne la ville. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité de penser enfin la ville comme étant pas un objet uniquement homogène, une continuité bâtie, mais une forme d'intégration de territoires qui ont des fonctions différentes, territoires ouverts, naturels, agricoles, qu'on pense par cycle, qu'on pense que la ville se nourrit aussi de ce qui la nourrit, et que c'est la gouvernance nouvelle, c'est de penser la gouvernance non pas dans l'entre-soi, l'homogénéité, on est tous pareils, alors on peut s'élire entre nous, mais c'est de penser la diversité, l'hétérogénéité, et donc, je finis là-dessus, je sais que je suis longue, l'imbrication des échelles. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une gouvernance nouvelle à inventer. Il ne s'agit pas de penser l'entre-soi à côté d'un autre entre-soi, et puis on voit comment on dialogue. C'est peut-être le niveau local, avec le niveau intermédiaire, avec le niveau global. Mais vous avez remarqué qu'aucun de ceux qui a pris la parole, enfin, aucune des équipes ne proposait ça ce matin. C'est au contraire. Au contraire. Donc vous avez quelques raisons d'espérer, j'imagine. Oui, oui. Ce qui prouve aussi qu'il faut qu'on poursuive, mais ça c'est une autre question que vous nous poserez tout à l'heure. Bien sûr. Saskia Sassen, sur, au fond, ce qui vous apparaît aussi comme aujourd'hui une priorité, puisque c'est un peu ça le thème qui nous occupe, priorité sur les 10 ans. Vous les voyez comment, les priorités? Oui, c'est ça. J'aimais beaucoup ce que vous avez dit. I just wanted to say that. Je crois que c'est vraiment un défi, ce projet du Grand Paris. Alors, je crois que aller maintenant pour une priorité, c'est une erreur. Quand même, je reconnais qu'il faut commencer quelque part. On peut simplement faire. Mais je trouve que la priorité, c'est de ne pas faire de l'espace Grand Paris une région métropolitaine pour Paris. Il faut vraiment découvrir, inventer, faire le travail pour que cet espace Grand Paris ne devienne simplement un espace métropolitain. Paris sera toujours dominante, mais il y a des autres manières d'articuler ce grand espace Paris qui permettent d'éviter cette formation mais assez vieille, disons. Comment est-ce qu'on utilise cette occasion tellement ambitieuse que c'est le projet Grand Paris? Je ne peux pas penser qu'il y a, par exemple, ce n'est pas possible dans mon pays, aux États-Unis, ce n'est pas possible de lancer un projet tellement. Alors, mais je crois que vraiment le défi, c'est ça. Alors, ça veut dire, est-ce que j'ai 2 minutes? Mais vous avez le temps que vous voulez. C'est un peu long pour moi, le français. Je vous en prie. Il y a là alors un problème aussi de temporalité et de trajectoire. Et ce qu'a dit une des équipes des architectes, Vinimas, que ce n'est pas possible de simplement faire la recherche et après dessiner quelque chose pour faire. Non, ça c'est un processus assez expérimental. Alors il faut une trajectoire. Il faut commencer quelque part. Et ça, c'est à plus tard à dire qu'est-ce que je pense sur ça. Mais parce que ce n'est pas une priorité, c'est un point de départ. C'est différent de priorité. Alors inventer quelque chose, faire une application et continuer. Ça ne veut pas dire une chose linéaire, ça peut commencer dans divers espaces. Je peux plus de temps? Mais je vous en prie. Je ne sais pas combien de temps il y a vraiment. Alors, cette chose de la temporalité, tous les composantes de ces grands projets ont des temporalités diverses. Ça, c'est un défi. Alors, il faut c'est plus qu'un défi, c'est une des grandes difficultés. Ouais. Exactement. Non, je sais, c'est une des grandes difficultés. Alors, ça veut dire, moi, quand même, c'est pas moi qui va faire ça. Alors, c'est facile un peu aussi de dire quelque chose sur ça. Alors, mais il me semble que résoudre cette complexité, c'est le début d'une possibilité d'un grand projet. Alors, sur cette question de la complexité, nous avons, mais évidemment, vous le connaissez, un des très grands esprits aujourd'hui qui est Edgar Morin, qui explique la complexité en disant qu'il faut répondre à des questions qui avancent toutes en même temps. Et c'est le fait que toutes ces questions avancent en même temps et se posent au même moment qui crée cette immense complexité. La démarche adoptée pour ce projet du Grand Paris, pour l'universitaire que vous êtes, alors s'agissant de la prestigieuse Columbia University, j'imagine que ça doit vous intéresser, la transversalité, la multidisciplinarité, la disparition, mais vous en avez fait décidément magnifiquement la démonstration,
la disparition peut être provisoire, mais tout de même des égaux. Ça, c'est difficile. Pour tenter, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile et pour tout le monde. Et pour tout le monde. Mais est-ce qu'il y a là, dans la méthode, quelque chose qui, pour vous, que vous observez de l'extérieur, vous paraît pouvoir répondre à cette difficulté extrême qui est celle de la ville telle qu'elle est en projet là? Mais c'est possible que le défi que confronte cette brillante architecte et planificateur et écologiste, c'est plus grand même que leur ego. C'est une possibilité. J'ai fait un petit rôle. Alors, la question vraiment, c'est si on reconnaît la complexité, on cherche à travailler avec cette complexité, si c'est leur talent, leur intelligence, leur expérience, parce que quand même, ça c'est là aussi, n'est-ce pas? Alors, si ça peut en effet devenir une espèce de mobilisation au maximum des intelligences et d'un aspect collectif. J'ai bien aimé ce qu'a dit Madame Hidalgo, que c'est aussi les habitants. Il y a tant d'acteurs ici. Alors c'est intéressant la remarque que vous faites, parce qu'en effet, Anne Hidalgo a insisté sur beaucoup de points qu'on a mis en perspective ce matin, qui étaient au fond la révolution philosophique, avec l'enjeu culturel, la présence des signes dans la ville qui lui donne sa continuité et qui peut-être peuvent répondre à la mobilité. Et on a parlé aussi du plaisir à vivre dans la ville et à la façon dont ça peut nous donner une conscience différente de la cité. Michel Desvignes, quand on nous parlait il y a quelques minutes à peine, c'était pour Madrid, si ma mémoire est bonne, de la ville paysage. La ville paysage, c'est pas rien. C'est la façon que nous aurons, nous, de la voir, de la regarder, de vivre dedans. Est-ce que ça, c'est un des moyens d'accélérer le projet du changement de la ville paysage? Ou comme disait Jean Nouvel ce matin, occuper tous les espaces, avoir des coulées de verdure qui vont modifier complètement la structure même, l'épaisseur de la ville? Oui, donc moi je suis le paysagiste et j'arrive après les coulées vertes, axes verts, vert dans la ville, verdure. Pour situer l'enjeu, comme vous le dites. Mais qui n'est pas un petit enjeu. Justement, je trouve que le pire développement qu'on pourrait avoir serait un développement velléitaire. Et ce dont j'ai envie de parler, c'est évidemment quelques mythes qui nous aveuglent et qui sont de l'ordre justement du grand projet, peut-être même de certaines ex-structures coloniales. Ces mythes qui nous aveuglent et nous fascinent en même temps, c'est par exemple le développement des villes au XIXe siècle, des grandes villes industrielles pour lesquelles des systèmes de parcs ont été construits et on ne les appelait pas des coulées vertes, c'était effectivement un paysage et la structure d'une ville. Cette même attitude de grand projet, on l'observe dans la construction de villes coloniales ou de villes émergentes. Les problèmes qu'on se pose à Pékin, qu'on se pose à Doha, ne sont évidemment pas ceux qu'on se pose à Paris. Paris existe et Paris est dans une transformation qui n'est pas celle de Doha ni celle de Pékin. Moi, j'ai été très intéressé dans cette étude de comprendre, ce que je ne savais pas, que les prévisions de croissance démographique sont assez calmes. C'est 1% de croissance dans les 25 ans à venir. C'est-à-dire Paris existe, Paris n'explose pas. Il y a des rééquilibrages à opérer et nous sommes bien dans un processus de transformation. Pour autant, donc, abandonnons ces mythes. Les coulées vertes sont improbables. Elles ne se feront pas. Elles sont velléitaires. En revanche, je ne me résigne pas non plus... Attendez, pardon de vous interrompre un instant. Moi, ce que j'ai vu de Madrid, tout à l'heure, je trouvais que c'était pas mal quand même. Hein. On verra. Attendez, la verdure plutôt que les autoroutes, ça ne me paraît pas un si mauvais projet, non? Ne nous trompons pas d'échelle. La rivière qu'on a vue, et malgré la dimension impressionnante, et on se réjouit pour Dominique Perrault, n'est pas à l'échelle du Grand Paris. Donc, vous aviez raison, ça revient vite. Non, c'est très beau. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est, bien entendu, voilà, cette vision 19e siècle n'est pas opérante pour nous. Elle ne se fera pas. Il n'y a pas l'argent pour ça. On a essayé, croyez bien, depuis 20 ans. 10 ans ne sont rien. En revanche, je disais que je ne me résigne pas pour autant à imaginer qu'il suffirait de mettre quelques brins d'herbe entre les dalles. C'est-à-dire qu'une vision... Winnie Maas parlait de mignon, quoi, ne me suffirait pas. C'est-à-dire le tout petit non plus ne nous satisfait pas. Or, dans la transformation, il y a moyen d'avoir une action conséquente, forte, puissante. Par exemple, cette notion de lisière. Alors lisière, ça veut dire quoi? Parce que c'est un thème que les architectes adorent. Mais la lisière, c'est chaque fois que vous prenez votre voiture ou un train,
le maigre grillage qui sépare l'immense lotissement du désert agricole. Si vous l'avez dans la tête, si vous regardez ça chaque fois que vous voyagerez, vous verrez à quel point ce sont des centaines de kilomètres qui constituent notre territoire. Les gens pensent vivre à la campagne, ils sont dans une situation de camp. Alors, si on considère que cette lisière, donc il s'agit de centaines de kilomètres, peut être transformée, comme on a transformé il y a quelques dizaines d'années, le territoire agricole. Vous savez qu'on a remembré les parcelles agricoles. Les ingénieurs l'ont fait, pas d'architectes, pas de paysagistes, avec le résultat qu'on connaît. Si on se dit que de tels grands travaux, transformer un territoire agricole en limite de ville, pourrait tout d'un coup constituer l'espace public que nous n'avons pas, pourrait constituer l'architecture que nous n'avons pas, alors cette transformation modeste pourrait relever du très grand projet. Je vois Pierre Veltz qui vous écoute avec attention et peut-être même perplexité. Est-ce que la lecture que fait M. Desvignes, au fond, de l'enjeu du paysage dans la ville, sa présence, la volonté qu'il exprime de ne pas en faire une volonté formelle, mais de composer plus avec des choses beaucoup plus subtiles que ça, est-ce que ça vous paraît être un bon élément de réponse ou pas ? Je ne suis pas du tout paysagiste. Non, j'ai bien compris. J'écoute avec beaucoup d'attention et d'intérêt ce que dit Michel Desvignes. Moi, si vous permettez, je ferai comme on fait souvent, c'est-à-dire je ne répondrai pas à votre question, je dirais ce que... Moi, j'avais plutôt envie de réagir sur ce que disaient Madame Hidalgo et Mireille Ferry tout à l'heure, pour aller un peu dans le même sens, à savoir que je crois qu'on est aujourd'hui dans une situation où on peut, parmi tous ces objectifs qui ont été évoqués ce matin, et on ne peut vraiment pas choisir. Et je crois que la situation actuelle de l'Île-de-France illustre ça de manière particulièrement claire et vive. L'Île-de-France, c'est 30% du PIB national, 20% de la population en gros. Donc vous voyez que dans la situation où nous sommes, si l'Île-de-France s'enrhume, c'est tout le pays qui est malade. L'Île-de-France, c'est pas comme on a beaucoup pensé. C'est une vieille idée française que Paris pompe la richesse du reste du pays. Non, Paris, d'une certaine façon, prend les richesses humaines, mais aussi les transforme. Et c'est aujourd'hui, de plus en plus, dans le monde actuel, comme toutes les grandes villes, c'est la locomotive vraiment de l'économie du pays. Donc il faut que cette économie fonctionne. Oui, mais pourquoi... Attendez, juste pour être sûr de vous suivre pas à pas, parce que je reviendrai sur ce qui a été dit de Berlin dans un instant. À un moment donné, et c'est la force et c'est la noblesse de l'action politique, il faut décider. Oui. Il faut engager. Oui. Il faut dire on commence par ça. Bon, alors on commence par quoi ? Eh bien, on commence par tout à la fois. Pour que l'économie fonctionne, il faut que, au fond, la France a plus que jamais besoin de Paris pour fonctionner, mais on a l'impression que les Français n'ont plus tellement envie de vivre à Paris. Pourquoi ils n'ont plus tellement envie de vivre à Paris ? Vous savez qu'on a un chiffre inquiétant qui est, je parle globalement on gagne en population, mais on perd aujourd'hui, les migrations sont déficitaires, notamment dans les tranches d'âge les plus productives. Ce n'est pas du tout une critique des politiques qui sont menées, Anne. C'est un constat objectif. De plus en plus de gens trouvent que le rapport qualité-prix de vivre aujourd'hui à Paris par rapport à Nantes, Bordeaux, Toulouse, etc. est pas très bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes de logement qui sont cruciaux, on l'a dit, c'est essentiel. Parce qu'on a ces problèmes de transport, on a arrêté d'investir pendant très longtemps et aujourd'hui on va se trouver dans une situation qui va s'approcher du tout ça, on sait. Alors on fait quoi ? On fait quoi et on commence où ? Tout ça, il faut commencer tout à la fois. Il faut à la fois s'attaquer au problème du... Il faut pas choisir. Il faut s'attaquer à la fois au problème du logement, au problème des transports. Il ne faut surtout pas décider qu'un sujet est prioritaire par rapport aux autres. Paul Chemetov, il y a quelque chose qui m'avait d'abord impressionné, vraiment, je vous le dis, et ça me fait plaisir de vous le dire, c'était au 104, à la fin de la précédente réunion entre les architectes et les élus, et vous êtes arrivés sur scène, vous les avez regardés, et vous leur avez dit « Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu un dialogue comme ça entre des architectes, des urbanistes et des élus. » Et il m'était paru que ça, c'était un fait politique, mais au meilleur sens du mot politique. Pas de la politique politicienne, ça on s'en fout. Le noble sens du mot politique. Or, on vient de nous parler de Berlin. On a donné le cas de Berlin. Et le monsieur qui parlait de Berlin disait ce qui s'est passé à Berlin, c'est très important parce que le mur est tombé. C'est pas vrai ? Il n'est pas tombé, le mur. Il s'est ouvert. Et il s'est ouvert parce qu'il y a eu une volonté politique. La première étant celle de Gorbatchev, et puis les autres ont suivi ensuite. Il y a eu une volonté politique que le mur s'ouvre.
Et l'ouverture symbolique du mur de Berlin, c'est le changement du monde derrière, jusqu'à un Fukuyama qui se demande même si ce n'est pas la fin de l'histoire. Donc voilà, est-ce que là, on est dans l'espace politique qui va permettre pour de bon le changement de la physionomie de la ville? Alors, puisque le mur est tombé à Berlin, il faut les faire tomber à Paris également. Et moi, ce qui m'a intéressé dans cette consultation, il y a un petit livre qui est paru pendant le déroulement de ces travaux. Paris, métropole hors les murs. Les premiers murs, ils sont tombés dans la vue qu'avaient les équipes de ce qu'elles découvraient. Les européennes, certes, mais les françaises aussi. Et ça m'a fait plaisir de voir que des habitants de cette métropole voyaient l'entier de cette métropole et la représentaient. Ça, c'est la première chute du mur. La deuxième chute du mur, je vais prendre un exemple. Clichy-sous-Bois, 15 km de Notre-Dame. 1h30 au moins pour y aller quand ça va bien. Neuilly, mairie, château de Vincennes, donjon de Vincennes. La même distance. On ne met pas ce même temps. Le deuxième mur qu'il faut faire tomber, c'est rendre l'égalité des territoires. Parce que la productivité incroyable dont parlait Pierre Weltz, elle se fait sur les fatigues de la ligne 13, des types qui font la queue à maison, à verre de maison, etc. Donc la première des choses, c'est la connectivité. L'un d'eux en parlait. Comment rendre égaux tous ces territoires pour les mettre en mouvement? Et je ne parle pas des autoroutes du matin. Et même ce Bantoustan de Clichy, il n'y a pas besoin de mettre des fils de fer barbelés. Il suffit de ne pas faire le tramway qu'il mérite. Et tous, d'une façon ou d'une autre, ont dit que dans le rapport qualité-prix, quelle vulgarité, le tramway fabrique de la proximité, tient parti de l'existant et donne de l'urbanité. Et on a un retard de 600 km de ligne. Eh bien, puisqu'il faut commencer partout, commençons par tout ce partout. Accessoirement, puisque nous avons vu que Rome, Paris, etc., d'autres villes existent dans le monde, Dieu merci. Prenons le cas de la structure de cette invention des TGV. Il y a une gare à Massy, il y a une gare à Marne-la-Vallée, il y a une gare à Roissy. Ces gares ne sont pas connectées. Eh bien, si nous connections toutes ces gares, eh bien de Massy, et peut-être des écoles qui ne sont pas trop loin de Massy, on irait à 1h15 à Rennes, comme à Metz. Et ça change, c'est un autre territoire que l'on voit. Alors ça, c'est une des questions évidemment importantes autour de laquelle on a beaucoup tourné ce matin, qui était la question de la mobilité. Mais elle en posait une autre, à laquelle on n'a pas d'ailleurs vraiment répondu. Alors certes, la mobilité, transport public, la priorité aux piétons, tout ça c'est parfait. Mais la question de l'emploi, est-ce qu'elle n'est pas prioritaire, elle? Et est-ce qu'elle n'interroge pas directement la question de la mobilité? Pourquoi ne pas faire en sorte que dans la ville, la distance entre celui ou celle qui habite la ville et son emploi soit moindre? Ça coûterait moins cher, il y aurait moins de pollution, il y aurait un meilleur partage du territoire de la cité. Est-ce que là, il n'y a pas une priorité? Oui, bien sûr, mais d'abord, je veux revenir sur les termes. Quand on parle de Paris, bon, on a tendance à parler de Paris dans ses frontières administratives. Or, lorsque l'on parle de Paris avec les gens, les habitants, les citoyens, on a une vision forcément plus large que cela. Parce que quand vous posiez tout à l'heure la question « est-ce que Paris doit être grand ?», j'ai comme le sentiment que la vie s'est organisée autour de quelque chose qui dépasse très très largement des frontières administratives imaginées par le passé ou certaines frontières que certains imagineraient pour l'avenir. J'ai l'impression que la vie s'est invitée, et ça l'équipe de Christian de Portes-en-Parle le dit très bien, la vie s'est invitée pas forcément là où on l'imaginait. La vie s'est invitée entre la ville de Paris, son centre, et les villes nouvelles. Et c'est ça qui aujourd'hui fait la métropole. C'est un ensemble de territoires très connectés, pas forcément bien connectés par les infrastructures, mais très connectés par la proximité des habitations, des lieux, des endroits où on travaille, des endroits où on se déplace. Et tout ça, ça existe. C'est ça aujourd'hui Paris, ou ce que certains appellent le Grand Paris, ce que nous appelons la métropole. La question qui nous est posée à nous, élus, mais aussi aux urbanistes, aux architectes, à tous ceux qui pensent l'organisation de ce territoire, c'est d'abord comment on peut lui donner plus de chances,
comment on peut lui donner plus de chance pour qu'effectivement cette métropole joue son rôle au niveau international, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a effectivement une compétition internationale, et la particularité, la singularité de ces territoires sur lesquels nous habitons, nous travaillons ou nous sommes élus, c'est que nous voulons aussi qu'il y ait une qualité de vie qui soit un élément identifiant de ce mode de vie, de cette culture urbaine, de cette civilisation urbaine que nous avons, entre guillemets, la prétention d'inventer tous ensemble avec les habitants. Et donc, là-dedans, la question du logement, on l'a évoqué tout à l'heure, mais la question des déplacements, la question de l'emploi sont bien sûr des questions déterminantes. Bien sûr qu'il faut envisager la question de l'emploi comme quelque chose qui, à la fois, dynamise cette métropole dans la compétitivité internationale qui doit être la sienne, mais aussi comment l'emploi peut venir de façon plus rationnelle, dans un zoning qu'il faut proscrire désormais, peut venir se mixer de façon beaucoup plus fine, plus subtile aux différentes fonctions de la ville. Et je crois que nous sommes tous à peu près d'accord sur l'idée que la ville, la métropole, cette métropole qu'on appelle Paris, qu'on appelle le Grand Paris, elle doit vraiment avoir une mixité de fonctions, une mixité d'usages qui fait qu'on ne peut pas choisir un usage en particulier ou une priorité en particulier, et qu'il faut agir sur tous ces leviers. Que tous ces leviers se tiennent, ils sont tous interdépendants, et qu'il faut, à l'échelle de petits territoires, mais aussi avec une vision et une perspective plus globale sur la métropole, se doter des bons lieux d'observation et de décision, d'où la question de la gouvernance qui est posée. Voilà, moi je crois qu'on apprend beaucoup à partir des études qui sont faites, des approches qui sont faites par les différentes équipes. On apprend à identifier un peu plus et à comprendre un peu plus la complexité de ce territoire qu'on invente tous les jours avec les habitants et sur lequel nos décisions structurent ou déstructurent d'ailleurs. Et il faut partir de ce matériau, de cette intelligence qui a été mise sur la table pour s'en servir, pour prendre les bonnes décisions pour demain et après-demain. Mais pour donner, alors, moi j'aime bien la formule que vous utilisez, donner ses chances au projet. Madame Ferry, pour donner vraiment les chances, il est impératif de répondre à la question de l'équilibre social. Or, c'est une question extraordinairement difficile. Je veux dire, politiquement difficile. Quand on commence à parler de la mixité sociale, un petit peu en amont des élections municipales, quand les maires commencent à parler autour d'eux de la mixité sociale, le parcours pour le maire est un parcours qui devient difficile. Parce qu'on dit toujours, on veut bien la mixité sociale, mais si vous pouviez la faire un peu plus loin, ça serait pas mal. C'est une des réalités de la ville, ça. Comment faire en sorte de réapprendre à partager le territoire de la ville? Et qu'est-ce qui peut nous donner envie de le partager mieux aujourd'hui, ce territoire de la ville? Et donc d'arriver à cet équilibre social. Je suis beaucoup moins pessimiste que vous sur la situation actuelle et je vais vous expliquer pourquoi. En même temps, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Paul Chemetov. Je la dirais retour vers le réel. Et on reviendra tout à l'heure, si vous le permettez, aussi sur la question des infrastructures de transport, sur leur financement, sur celles qui sont prévues, sur celles qui se font et sur qui veut les faire. Sur la question de la mixité sociale, nous avons lancé au mois d'octobre un dispositif qui n'existe nulle part en France. Donc la région Île-de-France a, dans la poursuite de la réflexion sur le schéma directeur, qui était la ville dense, compacte, négociée, poreuse, passante. Bon. Il faut la rendre concrète. Donc il faut trouver les lieux où elle va surgir sous forme de nouveaux quartiers qui à la fois nous donnent rapidement le nombre de logements dont nous avons besoin, mais qui aussi sont des vitrines en termes de mixité des fonctions, de qualité d'espace public, d'intergénérationnel, etc. En 3 mois, puisque l'appel à projet est sorti mi-octobre et la fin des dépôts de dossiers, c'était janvier, 27 communes d'Île-de-France ont déposé des dossiers. Une quarantaine nous ont dit d'ores et déjà qu'elles étaient prêtes. Je crois qu'il faut qu'on arrête de penser que les maires ont peur de la mixité. Certains, oui, il existe encore des dogmatismes et ce n'est pas le lieu d'en parler ici. Mais ceux qui sont réellement sur des projets de transformation, et ça transcende, pardon, heureusement, madame, les familles politiques exprimé. sont en train de le faire. Donc,
C'est moins la mise en cause des maires qui font leur travail, et ce n'est pas un travail facile. Des populations ? Que de nous. Je parle de moi, je parle du citoyen. Il faut que vous nous donniez envie, de partager à nouveau le territoire de la ville. Or, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, malheureusement, il y a une réalité qui fait que ce territoire aujourd'hui n'est pas pour de bon partagé. Ça, c'est la réalité. On est confronté à ça. Alors, on va revenir tout à l'heure à ce chantier fondamental, essentiel, même s'il peut paraître être théorique, qui est celui de la reconstruction d'un imaginaire urbain positif et donc du projet de société qui va ensemble. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais ça ne suffit pas. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs dans la manière de penser la ville. C'est vrai que, par exemple, on a imaginé que le logement devait être le lieu essentiel de la mixité, alors que je pense que c'est un lieu où d'abord se jouent les questions de l'intimité, et on a oublié que la vraie mixité sociale, c'est dans l'espace public et c'est dans les services. Donc il y a des choses à remettre à l'endroit. Et puis ça me renvoie aussi à ce que vous disiez, comment on va construire la règle de demain. Il y avait un débat qui me paraissait un peu surréaliste ce matin, entre ceux qui disaient que finalement, ce qui avait freiné la qualité urbaine, c'était trop de règles ou trop de procédures. Alors, j'avais aussi, on entendait ceux qui disaient que si la ville s'était construite de manière un peu insatisfaisante, c'est parce qu'à un moment donné, on avait considéré qu'il suffisait de laisser faire. Alors, qui a raison ? Je pense que ça n'est ni parce qu'on va condamner l'initiative privée, ni parce qu'on va condamner l'encadrement public qu'on gagnera. C'est parce qu'on pensera à la négocier, la ville. C'est la seule clé aujourd'hui. Les habitants, les acteurs, les enjeux d'échelle. La seule ville équitable, elle est forcément négociée. Et là, avec un imaginaire urbain, avec une capacité à négocier avec des habitants et à faire effectivement de la pédagogie, oui, nous allons retrouver. Cela étant, je reviens quand même au réel avec la question des transports. Parce que ce débat est très très gentil. Il est très agréable et nous sommes tous d'accord. Bon, la réalité, c'est que sur la question des transports, il y a peu de temps, le président de la région, Jean-Paul Huchon, et les présidents de conseils généraux se sont réunis en disant « Nous n'avons pas les 18 milliards nécessaires aujourd'hui pour faire face à la ligne 13, au RER, aux interconnexions, à ces projets qui sont dans les cartons depuis 10, 15, 20 ans et dont l'urgence sociale, environnementale et économique n'est plus à démontrer. Alors oui, nous prendrons nos responsabilités, simplement nous pouvons mettre 12 milliards sur la table. J'attends tout à l'heure, par exemple, que le secrétaire d'État nous dise s'il met les 6 qui manquent. Et une fois qu'on aura fait ça, alors oui, il faut poursuivre. Et dans ce que vous nous avez dit ce matin, il y a des choses qu'on peut rajouter, qu'on peut modifier dans les projets de l'équipe Descartes, dans les projets, y compris même de nouvelles gares européennes, dans les projets de vallée de la mobilité jusqu'à la Seine, dans la plupart des projets que vous nous avez cités, il y a de magnifiques projets émergents de transport. Oui, nous sommes prêts à les négocier, c'est-à-dire à les adapter à des échelles de temps et à des échelles d'espace réalistes. Et nous trouverons les moyens, en tout cas les collectivités, elles, feront cet effort. Juste peut-être, si quelqu'un ou quelqu'une d'entre vous souhaite réagir à ce qu'on a dit jusqu'ici, mesdames et messieurs des équipes, je vous en prie, n'hésitez pas à le faire. On n'a malheureusement pas beaucoup de temps. Donc si vous entendez ou si vous souhaitez faire un commentaire ou apporter un contrepoint à ce que vous entendez maintenant, c'est le moment ou jamais. Donc je vous en prie. Non mais... Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression... On vous entend. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression aujourd'hui que la fête est finie, là. Et c'est un peu le sentiment qu'on a en fin de journée. Enfin, moi, personnellement, je ressens un peu ça. On commence à mettre des conditions. Ce qui était intéressant dans le travail qui était jusqu'à maintenant, c'est qu'il était sans conditions, il était même sans rétribution. Alors, vous voyez à quel point c'était... Oui. Alors, on était libre. Ça vous laisse les mains libres. Cette liberté-là, du coup, elle a un prix maintenant. Donc, on est content d'avoir eu ce moment précisément. Alors, il faut faire des choses, là. Il faut des actes fondateurs, il faut bien sûr travailler encore. C'est bien sûr loin d'être fini, tout ça. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en faire la synthèse, mais on peut en tous les cas rapprocher des tas de choses. On peut avoir un angle d'attaque sur les fonctionnalités, et puis d'autres sur la géographie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place. Mais il y a des lieux. Alors, j'en cite un parce que je l'aime bien, parce que comme je ne le connais pas bien, je l'aime beaucoup. Voilà. De Corbeil à Orly. On peut inventer là un territoire exceptionnel le long de la Nationale 7. Ils sont d'accord ou pas? Voilà, c'est la question que je pose. Alors, attendez, il y a quelque chose d'important là. Je ne sais pas qui veut parmi vous répondre, mesdames ou messieurs. C'est l'acte fondateur. Au fond, c'est un peu la question que je posais tout à l'heure, mais
l'acte fondateur, quel est-il? Qu'est-ce qui fait que tout ce que vous avez apporté de réflexion, d'ouverture, de travail en commun, de mise à plat des ambitions ou des visions, j'en sais rien, mais tout ça, c'est une réalité, c'est là. Qu'est-ce qui suit derrière? Et au fond, quel pourrait être l'acte fondateur, décidément? C'est une vraie bonne question, hein, mine de rien. Alors, je sais pas. Moi, je veux bien, enfin, c'est pas une réponse, mais je pense que ce qui s'est passé à partir de cette étude, de la méthode, de la pluridisciplinarité, a apporté de l'intelligence, et ça, il ne faut pas le perdre. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas intelligent avant, qu'il n'y avait pas des gens intelligents qui se penchaient sur les sujets. Mais je crois que là, on a quand même fait un pas supplémentaire. En tous les cas, en tant qu'élue parisienne, j'estime que ce qui s'est passé là est unique, et c'est sans doute quelque chose qui peut caractériser aussi Paris au sens très large du terme. Le fait que Paris ait permis l'émergence de ce travail collectif, et je ne dis pas Paris en tant que ville, là, hein, je dirais ce lieu qui nous est commun, qui est en partage, ait permis ce travail collectif sur la question de la métropole, sur la question de l'urbain, de la civilisation urbaine, ça me paraît quelque chose de très important. Et bien sûr, comme d'autres ici, j'ai envie de poursuivre. Je pense qu'il y a un espace qui n'est pas l'espace de la politique politicienne. Et ça s'adresse vraiment à tout le monde. Un espace dans lequel on doit pouvoir continuer à travailler, à raisonner, à porter un regard libre et critique sur la façon dont la vie humaine s'organise dans ce qu'on appelle, nous, les métropoles. Oui, mais ça pardonnez-moi, oui. Ça répond pas à l'enjeu de l'acte fondateur. La pierre, là, on la pose où? Sur la Nationale 7 Attendez, ou ailleurs, je pense que des actes fondateurs, il y en a à plein d'endroits possibles. Il y en a à plein d'endroits possibles. Il y en a même, et d'ailleurs j'ai été très intéressée par ça, dans ce qu'on pourrait appeler le cœur historique de cette métropole, c'est-à-dire Paris, la ville. Donc il y a plein d'endroits où ces actes fondateurs peuvent être posés. Je pense qu'il y a un autre espace qui est celui du débat politique. Et dans le débat politique, sur la responsabilité des uns et des autres, à faire ou à ne pas faire, à poser ou pas poser les actes fondateurs, et pardon, mais en politique, souvent l'acte fondateur, c'est aussi le budget qu'on met, qui est non pas simplement un acte technocratique, mais qui est quand même le reflet de l'importance qu'on accorde à tel ou tel sujet. Ça, c'est un espace dans lequel on aura des choses à se dire. Et je rejoins ce qu'a dit Mireille Ferry sur la nécessité d'avoir effectivement des investissements très lourds, par exemple sur la question des transports en Île-de-France. En gros, le plan de relance gouvernemental sur Paris ne peut pas se limiter à la réfection, même si j'y suis très attachée, de la nef de Notre-Dame. Il y a quand même des enjeux d'une autre nature sur lesquels il faudra bien qu'on avance. Mais j'aurais tendance, pour ne pas gâcher la force de ce qui est en train de se construire ici, cette pensée urbaine sur laquelle il va falloir continuer, et sur laquelle on peut poser des actes. Et dès demain, le 30 mars, les élus de la métropole, dans Paris Métropole, vont se réunir avec les équipes et vont dire, voilà, tel projet, on est prêt à avancer. Tel projet, on a des questions, on peut creuser. Mais ces actes fondateurs, on va les poser. Vous venez vraiment de mettre le doigt sur une vraie... J'ai envie de déplacer le champ de la question pour qu'elle soit plus facile à vivre. Et je pose la question à la sociologue que vous êtes, Saskia Sassen. Le financement. Nous vivons, et vous vivez aux États-Unis, une crise financière comme on n'en a pas connue depuis le début du XXe siècle. On donne énormément d'argent aujourd'hui pour sauver le système financier. Beaucoup d'argent. Des sommes inimaginables. Or, la question environnementale est autrement plus grave que la question financière. Autrement plus grave. Est-ce que l'acte fondateur, symboliquement, ne consisterait pas à dire que désormais, l'argent, il faut le mettre dans le territoire de la ville, porteur d'emplois futurs, porteur d'un nouveau projet partagé? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui, dans la décision politique, relèverait de l'acte fondateur? Je trouve ça une idée très intéressante et très importante. Je crois que cette crise financière, qui en partie a été construite par le système financier lui-même, que ça a abusé ses propres pouvoirs, cette crise financière lance une ouverture.
il y a une possibilité vraiment de faire une espèce d'innovation aussi sur ça que vous proposez. Moi, je ne connais pas suffisamment la France pour savoir si c'est une possibilité. Mais disons, je sais qu'aux États-Unis, où on a un besoin immense de développement de l'infrastructure, ça devient... Et avec un gouvernement qui n'a pas la tradition de mettre le solde, dans l'argent, ça c'était l'italien, soldi, de mettre l'argent dans l'économie, c'est un moment historique. Ça ferait vraiment un acte fondateur. Comment le faire, comment le décrire, etc., c'est une autre chose. Et il faut dire vraiment que l'économie opère avec des ordres de magnitude, avec l'argent qui sont très différents des ordres de magnitude de la finance, de la haute finance, que c'est tant de zéro qu'on ne sait plus de qu'est-ce qu'on parle. Je voudrais faire un deuxième commentaire, et c'est que ce projet maintenant, qui a commencé comme une petite chose un peu obscure, un peu invisible, disons, maintenant a entré dans une nouvelle phase de sa trajectoire, et ça devient plus et plus public, ce grand projet, et ça fait histoire. Et ça fait modèle dans un espace assez ample. J'étais à Séoul maintenant et je me trouvais à parler de ce projet. Et pour moi, le projet, c'est justement le défi qu'on confronte dans cette mixture, de l'écologique, qu'il faut le confronter, les échelles auxquelles on peut fonctionner, le besoin d'une nouvelle organisation spatiale, des espaces assez denses avec multiples densités. Alors je crois qu'une partie du moment fondateur a à voir aussi avec cette extension à un public assez plus ample de celui ici de Paris. C'est nécessaire parce que ça fonctionne, que ça soit assez spécialisé et focalisé sur Paris. Ça, c'est le début, disons, n'est-ce pas? Je dis une audience public, a larger public. En écoutant ce que dit Saskia Sassen, je réentends ce que nous disait notamment Jean Nouvel ce matin sur l'enjeu du signal. C'est-à-dire que la fonction que peut avoir la ville aujourd'hui, dans un système multiconnecté, les villes entre elles, de dire ou de proposer quelque chose. Est-ce que là, il n'y a pas, dans ce besoin d'un acte fondateur, la nécessité impérative que le Grand Paris envoie un signal tel qu'on finisse par se dire, bah oui, là, il y a peut-être un élément de réponse, y compris à la crise que nous vivons aujourd'hui. Jean vient de partir. Oui, non, mais j'ai bien compris. Il nous a donné une mission très précise qui est de vous proposer une priorité. Elle est très simple et elle est mise dans notre rapport. C'est de commencer par faire évoluer les règles d'urbanisme qui affectent des zones réservées à des zones commerciales, à des zones d'activité où on n'a pas le droit d'habiter. On marche sur la tête sous prétexte que ce sont... prenons un exemple, vous avez une grande surface et devant vous avez des hectares de terrain gelés parce qu'aujourd'hui ils servent à garer des voitures. Ces voitures pourraient tout à fait disparaître dans les sous-sols et habiter, on pourrait aller enfin à pied avec son panier et rentrer chez soi dans les grandes surfaces. Alors bien sûr, c'est sacrilège parce qu'on privilégierait telle grande surface par rapport à telle autre. Mais est-ce que c'est vraiment raisonnable d'être obligé de prendre sa voiture pour aller remplir son coffre, faire des kilomètres alors qu'on pourrait y aller à pied? Ou tout au moins par des transports en commun qui desserviraient ces zones. Si on faisait ça, si on réussissait à déréglementer ça très vite, mais on offrirait un nombre d'hectares non négligeables qui interviendraient directement sur l'économie de la ville parce qu'on réduirait brutalement ce qui s'appelle la rente foncière et qui nous empêche d'habiter, tout au moins pour les classes intermédiaires, qui les empêche d'habiter en ville. Bon, alors là on est... Paul Chemetov, c'est pas une petite question, parce que la réglementation, ça peut être en effet incroyablement contraignant. Mais je reste sur cette problématique de l'acte fondateur, qui est très important. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il ait cet acte fondateur une dimension symbolique, qui dépasse, même si la question est importante, l'enjeu de la réglementation? Est-ce qu'il ne faut pas autre chose? Est-ce qu'il ne faut pas passer à l'étage au-dessus? Et qu'est-ce que c'est que l'étage au-dessus, s'agissant d'un projet comme le Grand Paris? Ce qui est curieux, c'est que l'acte fondateur est devant vous dans cette salle et sur cette scène et que vous ne le voyez pas
C'est ça l'acte fondateur. Et que ce qu'il faut continuer, et si l'on veut réussir ce Paris métropolitain, il y faut le soutien, le storytelling, on nous racontait tout à l'heure dans je ne sais pas quel charabia anglo-belge. Ce récit partagé de notre ville commune. Il faut continuer ce qui a été exploré par les équipes, pas elles toutes seules. Il y a plein de gens qui travaillent. Vous voulez que je donne des sigles? La DIAC, l'IAURP, la PUR, tous ces gens travaillent. Cette force, il faut la mettre en commun pour négocier dans l'opinion publique un nouveau contrat social sur ce sujet-là. C'est ça l'acte fondateur. Oui, Roland Castro, je vous en prie, vous avez le micro. Voilà. Non mais Paul a raison, voilà. C'est très bête, mais c'est vrai que là, il y a une espèce d'urgence. Il y a un événement assez chamboulant du point de vue mental, qui est pas ce que chacun a produit, mais ce que ça a produit cette équipe, enfin, ce paquet d'équipes, et cette manière de penser avec plein de gens dans chaque équipe. Enfin bon, tout ça, ça fait un... l'acte fondateur, il a un rapport avec la décision de vivre ensemble. Résumons. Vraiment. Bon alors, nous, on a cherché. Il y en a un, je peux vous dire, demain matin, c'est possible. Hein, un ticket de métro. Pour tout le territoire. Un seul. Pas les zones, machin. Pas plus on est pauvre et plus on est loin, et plus c'est cher. Par exemple. Par exemple. Mais si vous voulez un truc fondateur, il faut que ce qui soit fondateur soit lié au vivre ensemble. Alors depuis tout à l'heure, je me dis, bon, effectivement, nous on a proposé à Chelles un champ de Mars de la République métissée. C'est un lieu de célébration du fait que la population de la France est composée de gens qui viennent du monde entier. C'est une formidable histoire républicaine de type nouveau. Celle-là, il faut la célébrer. Alors, on n'a pas besoin de construire le truc et on peut se retrouver à Chelles le 14 juillet de cette année. Ça, c'est facile. Parce que ça veut dire ça. Et on s'arrange avec les associations de Bretons, de Sri Lankais et de Sénégalais pour fabriquer déjà ce truc. Donc je veux dire qu'il y a... Mais l'acte fondateur, il est depuis quelques jours, depuis qu'on a livré nos travaux, qu'on s'est rendu compte à quel point ça convergeait. Il est dans... Et à quel point d'ailleurs ça touchait à ce que j'appelais ce matin une crise philosophique. C'est une résolution philosophique, dessinable et fréquentable du vivre ensemble qui devient une obligation absolue. Bon, et le tout d'ailleurs sous la forme de l'utopie concrète, c'est-à-dire que ça demande l'unanimité. C'est même pas, ça veut dire pour certains abandon des privilèges. Et ça veut dire, mais c'est des choses comme ça qui se passent dans l'histoire de France. Cette histoire de fabriquer une ville républicaine, égalitaire, dans lequel chacun a un imaginaire beaucoup plus large et chacun habite dignement, c'est une histoire formidable. Bon, moi je propose qu'on continue à travailler, qu'en effet on s'adjoigne d'autres gens, mais continue à travailler. Il y a une élection régionale qui se prépare dans quelques temps. On a donc à peu près 9 mois pour continuer, sans être tranquille, mais porter publiquement cette espérance, et y compris dans une pédagogie participative. Alors moi, j'aime pas la démocratie participative, pour tout vous dire. Parce que pour entendre des gens qui souffrent, genre je souffre et le compassionnel, c'est pas une très bonne idée. Mais par contre, effectivement, porter un projet, dire aux gens, allez voir comment, ce que c'est que Jaurès. Ben, Jaurès, c'est pas un mec avec une barbe, c'est aussi les cités-jardins. Il y a un type qui pensait qu'ici et maintenant, on pouvait construire de l'habitat pour tous qui soit encore fréquentable aujourd'hui. Il suffit d'aller à Suresnes ou à Châtenay-Malabry pour s'en rendre compte. Bon, des choses comme ça. Donc si on arrive à faire ça, si on arrive à faire une école, nous on disait une école d'élus, une école de citoyens, partager tout ça, prendre le temps de faire un projet commun, c'est évidemment hyper fondateur. Et l'objectif, c'est quand même, je crois que tout le monde le souligne, parce que, y compris le mot déréglementé, il veut dire ça. Déréglementé parce que tout est écarté. Ouais. Pour refaire de la proximité déréglementé. Bon, mais tout ça, il faut un peu de temps. On peut dire que c'est fondé. Ça, c'est sûr que c'est fondé. C'est fondé là. Et c'est déjà formidable. Bon, ne l'accablons pas d'urgence, d'urgence à travers telle ou telle initiative qui comment dire,
enlèverait ou désosserait ce qui s'est passé. Même si ce n'est pas complètement cohérent, il y a une cohérence dans ce qui s'est passé qui est bien plus grande que le désossage éventuel de la chose. Donc voilà, on en est là. C'est, à mon avis, formidable. Il n'y a aucune raison que ça ne s'arrête. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Nous, on l'a extrêmement bien senti. C'est quand même une idée qui était portée il y a un certain temps et qui faisait peur à tout le monde. Elle ne fait plus peur du tout. On n'a pas vu un maire qui ne soit enchanté brusquement de ce que ça donne de réfléchir à ça. Et par exemple, ils vont pas tous... Vous savez comment sont mis les équipements en France? De façon clientéliste. Et c'est des intrigues sans fin pour avoir tel équipement et des bagarres de dingue pour que l'annexe du ministère des Sports, version je sais pas quoi, arrive enfin dans un coin un peu paumé où il y a un terrain qui est libre. Et 4 villes se bagarrent autour de Paris pour avoir cet équipement. Ça peut faire 3 ans de bagarre. Et puis on peut aussi décider que ce système, cette fédération d'architectes, peut fabriquer à travers les fédérations de maires qu'on sent venir autour de ce projet, une manière fédérée de choisir, de décider. Et d'abord, il faut partager publiquement cette parole. Là, il y a quelques idées sur lesquelles on va revenir. Hein. Mais Michel Desvignes, sur ce que vous avez entendu jusqu'ici. J'avais juste envie de reprendre la pirouette de Paul Chemetov, pardon. Bon, je ne le ferai plus. En disant que l'acte fondateur est aussi derrière vous. Oui. Il est derrière vous et je pense aux journalistes, dont certains sont des amis, et je pense quand même aussi au travail difficile qu'ils ont à faire et qu'ils n'ont pas encore fait. On ne peut pas se réjouir de la paresse apparente de ce qui a été relaté depuis quelques jours dans la presse. Ça me paraît fondamental. Dans toutes les propositions qu'on a pu entrevoir, on mesure le niveau de complexité, de finesse de certaines lectures, de certaines propositions. Les caricatures qu'on peut voir sont accablantes. Inutile de parler de participation, on n'en est pas là. Partageons déjà, alors il y aura une exposition, on le sait bien, mais on sait bien l'importance de ce relais public opéré par les journalistes. Et là, on est accablé. Je veux dire, ce qu'on a vu dans la presse est caricatural, grossier, distordu, absolument pas un reflet d'aucune démocratie possible. Donc je trouve ce point fondamental. Alors, vous me mettez dans une situation difficile parce que je ne peux pas ne pas être solidaire de mes confrères journalistes. Mais c'est comme tout, je veux dire, c'est comme chez vous les architectes. Il y a ceux qui font merveilleusement et magnifiquement leur travail. J'ai lu des papiers passionnants, dont un il n'y a pas si longtemps dans les pages du Monde, un autre dans l'IB que j'avais trouvé assez intéressant et avec un angle intelligent. Donc il y a ça. Et puis il y a d'autres choses qui n'y sont pas, mais c'est comme chez vous. Il faudrait peut-être qu'on s'interroge un peu plus sur l'importance de l'enjeu et sa mise en perspective. Là-dessus, on peut être d'accord. Sur tout de même... Non, attendez, c'est pas comme chez nous. Non, mais on va pas, attendez. Non, je crois que passons pas trop de temps là-dessus. Non, c'est très important. Là, vous avez tort. C'est pas une une question de qualité. Je veux dire, vous avez devant vous des dizaines de personnes qui ont travaillé pendant 9 mois. C'est un travail complexe à l'image de l'enjeu et de la ville. Je pense que c'est en effet un enjeu que nous partageons tous. J'entendais tout à l'heure une très belle... Il s'agit de constituer un imaginaire urbain positif. En effet, il y a un enjeu fondamental. Il n'y aura pas d'argent dans l'immédiat. Donc, ce n'est pas de cet ordre-là, c'est de l'ordre de l'intelligence. Ce qu'on a à partager, c'est de l'intelligence. Et il nous faut de la complexité du temps. Non, mais là-dessus, vous avez, Michel Desvignes, vous avez 1000 fois raison, vraiment 1000 fois raison. Et je suis le premier, et après tout, je suis journaliste, à être non seulement impressionné, mais absolument séduit par la façon dont vous avez les uns et les autres travaillé ensemble. Ça viendra. Je vous parie tout ce que vous voulez, que vous trouverez dans la presse et dans pas longtemps des papiers qui seront l'expression de ce que vous portez. Ça viendra. Laissez aussi le temps aux journalistes de comprendre ce qui se passe. On leur demande de comprendre beaucoup de choses à des vitesses de plus en plus invraisemblables. Les papiers viendront et vous verrez qu'ils vous rendront grâce. Qu'ils rendront grâce à l'intelligence de cette transversalité-là. Ça, je suis sûr. Maintenant, Castro, fédération d'architectes, fédération d'urbanistes, fédération de maires, fédération tout court en général pour répondre à l'enjeu du Grand Paris. Est-ce que la fédération serait l'acte fondateur? Négociation, pas fédération,
négociation. Ce qui fait la richesse de ce qui a été mis aussi, c'est d'abord dans les équipes le fait qu'elles soient pluridisciplinaires, et puis je pense que dans les actes fondateurs, il en est de deux natures. Il y a la nécessité de réfléchir, on vient d'en reparler, de continuer à assumer cette complexité, à se l'approprier, à la diffuser. Et puis il y a aussi l'acte fondateur qui est de bâtir. Je pense qu'aucune des équipes qui est là ne se contenterait d'un lieu qui serait un lieu de réflexion s'il n'y avait pas derrière, à un moment donné, la nécessité de faire sortir du sol, et vous avez tous, beaucoup d'entre vous ont parlé de l'urgence, aussi une question d'accélération du temps. Mais cette capacité de bâtir, ça demande que les regards et les propositions que vous faites se croisent avec d'autres enjeux dans les territoires, avec une réintroduction du réel, et le réel ne fait pas que s'écrire sur une feuille. Le réel, c'est malgré tout la démocratie. Le réel, c'est aussi les moyens des acteurs, et en particulier des collectivités. La réalité, c'est combien l'État, à un moment donné, va dégager vraiment au-delà de ce beau cénacle, mais comment on bâtit. Comment on bâtit les transports, comment on bâtit les quartiers, comment on imagine des formes qui doivent à un moment donné surgir de terre, même si, et je m'arrête là, j'ai été particulièrement touchée aussi par une remarque qui disait « ça n'est peut-être pas aujourd'hui déjà le temps de l'architecture, c'est le temps de l'intervention sur la ville, de l'intervention sur les besoins de ceux qui existent aujourd'hui en ville. » Le beau geste, grand geste architectural, oui, il est nécessaire. Accepter justement que ça se négocie et que ça s'adapte à la réalité. Alors, on ne va pas faire un débat sémantique sur fédération, concertation, consultation. Mais je ne sais plus lequel d'entre vous disait ce matin, et je trouvais que c'était très intéressant, il faut passer du je, J-E, au nous. Et que la question qui est posée aujourd'hui, celle du Grand Paris, c'est aussi la question du nous. Alors, vous l'engagez comment ? Je vous donne la parole, je veux juste dire un mot. Moi, je trouve qu'il y a un boulot absolument formidable qui a été fait. Et je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ce travail, d'une manière ou d'une autre, il faut le continuer. Mais je pense aussi qu'il faut ouvrir le jeu. Ce que je vais dire ne va peut-être pas être très populaire, mais la ville n'est pas une affaire d'architectes. Il n'y a pas que les architectes. Il y a beaucoup d'autres disciplines, beaucoup d'autres professions, et puis il y a les habitants, il y a la population. Beaucoup de gens ont des choses à dire aujourd'hui sur la ville. Moi, je me réjouis beaucoup que des architectes, d'ailleurs, qui disent, Christian Porzenparc le dit souvent, qu'il n'a pas travaillé en tant qu'architecte, et je crois que les autres pourraient accepter ça aussi. Ça, c'est formidable, parce que moi, comme tout le monde, au début, j'avais un peu peur. Je me disais, on va avoir des grands gestes, et puis voilà. Non, ils ont joué le jeu. Mais il faut ouvrir. Vous savez, je crois qu'on n'a pas pris la mesure du changement de paradigme dans lequel on entre. Ça va être une nouvelle phase de croissance. On rentre vraiment dans un nouveau cycle des villes, comme on l'a connu dans les 30 Glorieuses. Et ça va être toutes les technologies, par exemple, vont changer, et changer de manière systémique. Les maisons vont devenir non seulement des endroits où on dépense de l'énergie, mais des endroits où on le produit. L'électricité va changer, l'Internet. Donc il faut absolument, si on veut poursuivre cette réflexion, il faut évidemment continuer avec ceux qui sont là, mais il faut largement ouvrir le jeu. Il faut largement ouvrir le jeu, parce que pour maîtriser ce changement de paradigme, on a vraiment besoin de toutes les intelligences, y compris des ingénieurs, y compris des sociologues, y compris, bien sûr, des politiques. Bien sûr. Voilà. Anne Hidalgo ? Oui, moi je pense que ce qui s'est passé là montre que la complexité à laquelle on s'est tous attaqués, chacun par, je dirais, son origine professionnelle, élue ou pas, montre que ça ne souffre pas la caricature, ce qui s'est passé là. Voilà. C'est peut-être pour ça que c'est très difficile d'être traduit dans les grands médias. Je ne dis pas que les grands médias caricaturent les choses, mais c'est tellement plus simple d'opposer, d'avoir une approche binaire. Il y a les pour, les contre, et puis on fait le match. Bon, pour les politiques, c'est un peu pareil. Ce qui se passe là montre à l'évidence qu'il n'y a pas les bonnes réponses, les mauvaises réponses. Il y a un champ d'analyse, d'investigation sur la ville, de questionnement,
Après, on peut avoir des réponses différentes selon les politiques. Vous parliez tout à l'heure de la difficulté pour certains maires, pour certains habitants, d'accepter le logement social. Je me souviens d'un projet qu'on avait conduit avec Paul Chemetov dans un arrondissement de Paris qui m'est cher, où effectivement, il a fallu user de beaucoup d'arguments, et Paul et moi, on abîmerait ce qui s'est passé là si, du côté des commentateurs, des journalistes, on caricaturait les choses en ne donnant à voir que la partie visible, c'est-à-dire les gestes architecturaux qui sont proposés, les objets, même si les objets sont importants. On abîmerait ce qui vient de se passer là si on caricaturait la position des élus en disant il y a les immobiles, il y a ceux qui bougent, il y a ceux qui font rien. On l'a entendu, hein, même pendant cette démarche-là. Bon, je ne pense pas qu'on soit des élus très immobiles, ceux qui sont ici et même dans la salle, mais on a été caricaturés comme ceux qui voudraient que rien ne bouge, parce qu'on ne s'entendait pas sur le mot Grand Paris. Pas au sens de ce qui a été travaillé ici, mais de ce qui a été, par exemple, proposé par la commission Balladur. Donc, ne caricaturons pas les choses. Acceptons la complexité. Acceptons derrière cette complexité le débat contradictoire qui est sain en démocratie. Acceptons que derrière ce débat, il puisse y avoir des choix politiques différents, mais ne rentrons pas par la caricature. Et je pense que si on peut sortir tous un peu plus intelligents en se disant que ce matériau qui est là en partage peut aider les élus, les habitants, ceux qui font la ville à travers leur métier, à faire une ville peut-être plus humaine, parce que ça, on peut tous s'entendre sur l'idée que la ville doit être plus humaine, à vivre, faisons abstraction de la caricature, ce qui n'est pas faire abstraction du débat politique qu'il va y avoir sur les choix de court, de moyen et de long terme. Mais peut-être qu'on sortira tous un peu plus intelligents et que le débat politique dans notre pays en sortira grandi, ce qui est un vœu que je forme. Je sais qu'il est difficile à exaucer, mais en tout cas, je préfère le former. Alors, il nous reste quelques minutes. Je vous en prie, il faut qu'on vous entende un peu, les équipes. Mais vous aviez demandé la parole. On va faire un petit tour de piste avant la conclusion dans un instant. En entendant Roland Castro parler de la fédération, je pensais qu'on avait eu un acte fondateur il y a quelque temps, c'était de prendre la Bastille. Et aujourd'hui, Benabar change. À quoi ça servait de prendre la Bastille? C'est pour toujours changer à Châtelet. Et voilà. Donc, méfions-nous des actes fondateurs qui finissent à Châtelet. Oui. Donc, nous, on a été voir si on pouvait arrêter de changer à Châtelet, parce que c'est insupportable de bouger comme on bouge aujourd'hui dans Paris. Et on a vu qu'on pouvait faire autrement. Voilà. Et toutes les équipes qui ont été là, elles ont été voir si on pouvait vivre autrement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une passion, vous voyez, dans tout ce qui est dit ici, parce que tous ces gens-là ont fait un petit voyage dans comment ça pourrait être, et ils se sont aperçus que ça pourrait être autrement. Et ça, c'est au service, effectivement, du reste des discussions qui doivent avoir lieu maintenant. On ne peut pas lâcher prise comme ça. Paola Vigano. Donc, je voudrais dire qu'une chose très importante de cette occasion a été le travail conjoint des équipes d'architectes et d'universitaires et de recherche. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose de vraiment innovant qu'il ne faudrait pas perdre dans le futur. Cette recherche, quelquefois, se fait avec les instruments du projet. Ça, c'est vrai. Mais aussi avec d'autres instruments. Donc, on a déjà travaillé avec des géographes, avec des écologistes, avec des économistes, avec des experts de mobilité, avec des mathématiciens, etc. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas trop jouer sur cette idée de la complexité. Parce que si ça devient trop complexe, ça devient une question de calcul de probabilité ou de la statistique. C'était Jane Jacobs qui disait ça au début des années 60, quand elle disait « la question de la vie, c'est une question de complexité structurée ». Ce n'est pas de la complexité chaos, c'est de la complexité structurée. Donc la question, c'est de travailler sur ces structures, qui sont les structures de la discussion aussi, du débat. Et la grande question qu'on a aujourd'hui, c'est comment discuter de ça. Comment peut-on parler de ça? Et là, je trouve qu'il y a des questions pour tout le monde, les politiciens, les politiques aussi. La dernière chose, c'est qu'on a parlé de la nécessité d'un nouvel imaginaire.
Alors, dans notre recherche, nous, on a vu que ce n'est pas ça le problème. Il y a des imaginaires. Les imaginaires sont là. Ce n'est pas nous qui va les inventer. Et donc, la question, c'est seulement de lire, d'avoir la capacité de lire ces imaginaires, qui sont des imaginaires qui parlent d'une ville cosmopolite, qui n'est pas seulement française, qui n'est pas seulement européenne, qui est peut-être plus large que ça. Et ces imaginaires-là, il y a de l'effort à faire pour les comprendre et pour les intégrer. La question, ce n'est pas de devenir tous les mêmes, c'est peut-être une question de penser différemment les valeurs, vos valeurs fondateurs, mais il faut savoir qu'il y a des imaginaires qui sont tout à fait différents et qui sont déjà là. On peut les valoriser, on peut leur donner plus d'espace, ça oui, ça peut être aussi une question d'architecture et d'urbanisme, mais avant tout, il faudrait les lire et savoir les lire. Donc finalement, c'est un projet d'infrastructure, le projet dont nous on parle tous. C'est un projet d'infrastructure. C'est un projet pour que les projets des autres puissent se réaliser. Pas mal, hein? Simplement une hésitation qui va un peu dans le sens de Jean-Marie Dutilleul. Cet acte fondateur, je ne sais pas trop comment il s'est glissé tout d'un coup sur ce podium. Nous avons rarement parlé d'acte fondateur. C'est peut-être parce que nous sommes en face de décideurs. Je pense que ça peut être ça peut pas prêter à un malentendu. Un acte fondateur, ça évoque des choses assez précises dans l'histoire, la Troisième République, nos pères fondateurs, comme disait Peggy, avec beaucoup d'admiration. Mais un acte fondateur, ça veut dire il y a un avant et un après. Est-ce que nous sommes dans cette situation-là? À mon avis, c'est trop tôt. Il a été évoqué la nécessité d'un imaginaire urbain. Ce n'est pas encore le temps de l'acte fondateur. Je ne sais pas comment on peut fonder par un acte fondateur une ville poreuse. Je ne sais pas comment on peut fonder des rhizomes. Nous avons développé l'idée d'une ville légère qui a des densités fortes. Je ne sais pas comment on peut fonder une ville légère. Donc, je dis simplement, attention, ne précipitons pas les choses, ne fondons pas trop vite, parce que nous sommes dans une situation qui est une chance en même temps avec post-Kyoto. On regarde sur Paris, Saskia Sassen disait tout à l'heure qu'hier à Séoul, je crois, c'était évoqué. On regarde sur Paris, mais si simplement de faire une espèce de grand geste fondateur par un père fondateur, par un fondateur, napoléonien ou pas, oui. Ceux qui regardent seront peut-être déçus. Mais c'est un magnifique résumé. Quand on lit vos projets, tous vos projets, ce qui est absolument extraordinaire, c'est la liberté que vous avez pris les uns et les autres par rapport au projet. Liberté formelle, liberté intellectuelle, liberté verbale. Vous avez raison de dire qu'au fond, l'acte fondateur serait peut-être un piège dans lequel vous pourriez tomber les uns et les autres, mais c'est l'incroyable sentiment de liberté que donne la lecture de vos différents projets. Et ça, je trouve que vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Monsieur Grimbach. Oui, je veux souligner ce qu'a dit Paola tout à l'heure, et à mon avis, ce qui traverse l'ensemble des travails, et elle l'a très bien décrit, on est là pour essayer, avec les élus, avec les habitants, de mettre en place les structures profondes qui vont évoluer et vont permettre à cette métropole d'exister. On n'est pas là pour faire des tours, des bars, des objets et tout. On est là pour aller au fondement des choses. Et moi, je pense que les fondements doivent être toujours liés à des choses matérielles. Et je pense qu'il y a 3 grands axes quand même que je vois, qui traversent un peu l'ensemble de nos travaux et qui sont de l'ordre de la complexité, puisqu'ils articulent tout ce que l'on a parlé. Et ces 3 axes, ce serait pour moi l'identité autour de la Seine, de Montreux au Havre, l'identité autour d'un fleuve, autour d'un bassin. Le deuxième champ que je trouve vraiment important pour moi, c'est le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, il est
absolument exprimé par notre conviction que la question de la mobilité est fondamentale. Je veux pouvoir, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, aller rencontrer mon copain et pas rester sur Internet et pouvoir y aller en moins d'une heure. Je veux dire que donc la réflexion collective autour de la mobilité, sous toutes ses formes, de la patinette au TGV, comme une structure de pensée pour faire marcher le mécanisme. Et la troisième champ, qui, moi, me paraît important, qui est une discussion qui n'est pas aboutie, qu'on n'a pas eu le temps vraiment de clarifier, mais qui est une question sur les limites de la métropole. Et quand je dis les limites, je ne dis pas forcément la ceinture verte, je dis toutes les formes de limites, toutes les échelles des limites, les échelles des 20 villes d'Yvelion, les échelles de proximité du quartier, c'est-à-dire quelles sont les limites, quelles sont les échelles et quelles sont donc les gouvernances qui vont pouvoir s'exercer par rapport aux limites. Parce que qui dit limite dit capacité d'intervention. Et donc je pense que le fleuve, la mobilité et la question des limites dans toutes leurs échelles, c'est sûrement 3 chantiers autour desquels il y a vraiment possibilité peut-être de faire quelque chose de fondateur. Vous disiez l'identité, mais c'est vrai que la limite, c'est aussi la question de l'identité. Mécaniquement, à un moment donné, d'où est-on? On y revient toujours. Monsieur Chemetov, c'est vous qui allez, avant l'intervention du ministre, qui allez donner le mot de la fin à ce que vous avez entendu depuis ce matin. Oui, mais je voudrais revenir sur ce que disait Michel Desvignes. Vous n'êtes pas que journaliste, et je ne suis pas qu'architecte. Et cette question, s'il suffit de rendre compte de ce qui naît comme d'une collection de printemps, en dépit de la coquetterie de certains d'entre nous, c'est cela le danger du compte-rendu hâtif. Il faut installer ce débat dans le temps. La ville, c'est la question sociale du XXIe siècle. C'est ça qu'il faut poser comme débat politique central. Et si ce débat politique central se mène, ensuite, tout ira mieux à partir de ces infrastructures communes qui permettront tel ou tel projet. Mais vous disiez vous-même que vous l'avez engagé. C'est trop tard, c'est parti. Merci mesdames, merci messieurs, merci vraiment à vous tous.